Laurent Rivoire, présent. Dominique Pab. Claude Collin. Christiane Puteau. Éric Maillet. Swad Cassi. Alain Lugard. Marie Thiola. Michel Malcret. Thierry Aron. Yves Montangeau. François Dartigue. Christine Noni. Nathalie Pubilan. Mylène Rouchous-Pouget. Nathalie René. Christophe Malmazet. Sylvie Domer. Viviane Gatchwezi-James. Talia Maclouf Metchgad. Aurélie Villeneuve. Ghislaine Arcaro. Présent. Lilian Morinon. Présent. Sandra Gosselin-Piscula. Présente. Alexandre Dio. Présent. Benoît Héraclas. Présent. Guillaume Bouchard. Présent. Henri Duhart. Présent. Michel Comolli. Présent. Désignation de secrétaire de séance. Oui, tout à fait. Nous avons désigné secrétaire de séance pour la majorité Viviane Gatchwezi. C'est bon. Madame Ghislaine, j'en profite pour annoncer le dépôt de 2 amendements sur le rapport de salle. Merci. Il y en a 2. Ok. Donc, qui est pour la désignation de nos 2 secrétaires de séance? Je vous remercie. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, conseil municipal, je vous invite à observer une minute de silence dans la mémoire de notre ami Guy Giraud, un agent formidable que beaucoup de monde dans cette salle connaissait bien. Observez une minute de silence. Je vous remercie. Adoption du PV de la séance du 5 décembre 2024. Qui est pour? Merci. Donc, on va rentrer dans le compte rendu de délégation. Donc, il y a des questions et une intervention de l'opposition. Est-ce qu'il y a des questions? Pour plus de commodité, vous me permettrez de les lire. Sur ces points, DC 292, séjour à Saint-Orlin-d'Arves, séjour montagne en 2025, du 2 au 7 mars pour les jeunes de 7 à 17 ans. Le coût est de 18 700 €. Les questions qui nous sont posées sont les suivantes. Combien de jeunes sont concernés? Combien y a-t-il eu de demandes pour ce séjour? Et sur quels critères ces jeunes ont-ils été choisis? Je laisse la parole à Dominique Babel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, comme nous le faisons assez régulièrement pendant les vacances de février, nous organisons, les vacances d'hiver, un séjour en montagne. Donc, cette année, il se déroulera à Saint-Orlin-d'Arves, du 2 au 7 mars. En règle générale, il concerne 40 jeunes qui sont de 7 à 17 ans. Donc, issus des Alouettes et service jeunesse. Il y a
20 places pour l'enfance et 20 places pour la jeunesse. Ils sont comme ça attribués. Et en fonction des places, on réajuste les demandes. Donc, il y a eu 28 demandes pour l'enfance et 21 demandes côté jeunesse. Donc, cette année, il y a 17 jeunes qui partiront et 23 aux Alouettes. Vous posez la question concernant donc les critères. Les enfants, enfin les familles inscrivent leurs enfants par avance et en général, les critères que la commission retienne sont prioritairement donc, que les enfants soient forbasiens, que les enfants fréquentent nos structures enfance et jeunesse, donc le PAGE et les Alouettes, pour privilégier ceux qui fréquentent nos accueils et surtout pour éviter le consumérisme. On fait attention à ceux qui ne sont pas partis en séjour les années précédentes, 2024, 2023, 2020. Et puis, la commission se réserve le droit en fonction de certains critères, plutôt par rapport à l'enfant, au comportement, à la prise en charge, d'éventuellement mettre des réserves sur la participation d'un enfant. Bien, la question qui suivait, qui était la décision d'essai de croissance au BAFA concernant la qualification de surveillant de NIAD. Pour quelle raison y a-t-il un besoin de formation BAFA? Quelle catégorie d'agents bénéficie de cette formation? Est-ce que les agents en ont fait la demande? Dominique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que concernant notre accueil et nos accueils, nous avons quand même une certaine exigence au-delà des critères qui nous sont imposés par la réglementation et par la SDEJS, donc qui demande 50% minimum de personnel ayant le BAFA et 20% de stagiaires. Donc, le nombre de diplômés a vocation à les accompagner vers la formation et donc nous sommes très soucieux sur ce sujet-là. Donc, à minimal BAFA, parfois le DPGES. Voilà, donc la priorité des recrutements vont aux animateurs diplômés. Alors, les animateurs peuvent en faire la demande. On a un turnover qui est quand même important sur le personnel qui est dans le champ de l'animation. Donc, concernant les vacataires qui ne sont pas à temps complet, on a aussi une formation continue pour assurer la continuité des équipes et du nombre d'agents formés. Donc, si vous interrogez sur la qualification de surveillant baignade, effectivement, lors de nos séjours, nous pouvons emmener les enfants en piscine, sur les lacs. Et donc, il y a nécessité quand même que nos jeunes aient au moins cette formation-là et cette spécificité-là. Bien, je te remercie Dominique. La question suivante était la DC301, 46 000 € de dépenses pour le Polaris. Pouvez-vous nous indiquer le calendrier 2025 pour les travaux réalisés au Polaris et notamment la date de fin? Alors, concernant, il y a eu un marché de performance énergétique qui, comme vous le savez, a été déclaré sans suite. Derrière cela, des arbitrages sont en cours, ils sont en train d'être faits. On va certainement scinder le marché en deux phases. Et donc, pour pouvoir commencer au plus tôt. Donc, vous donnez un calendrier précis au moment où je vous parle, je ne peux pas vous le donner. Mais en tout cas, sachez que tout cela est programmé avec une visibilité sur 2025 au mieux. Sujet suivant, décision 320. Quelle est la typologie du véhicule concernant la police municipale, thermique, électrique ou hybride? Est-ce un véhicule compatible avec la fameuse ZFE? Alors, passionné d'automobile, sachez que le futur véhicule sera une Skoda Octavia hybride, critère 1, et donc par définition compatible avec la ZFE. Sujet suivant, décision DC324, prestation d'accompagnement de la CCI Lyon Métropole pour le local commercial des Balmes.
Quel local commercial des Balmes est visé par la prestation d'accompagnement de la CCI Lyon Métropole? Nous souhaitons avoir une copie de la convention de prestation d'accompagnement conclue avec la CCI. D'avance, merci. Et donc, je laisse la parole à Florent Rivoire. Oui, bonsoir à tous. Le local en question, c'est le local dont la ville a fait acquisition en mars 2022, qui est situé place Charles de Gaulle. Voilà, qui correspond au local de l'ex-coiffeur et en bout de bâtiment Saint-Paulin. Très bien. Merci Florent. Et au sujet du compte rendu de délégation, au niveau de l'intervention, je vous laisse faire l'intervention. Oui, c'est moi qui fais l'intervention. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le maire, depuis plusieurs mois, nous multiplions les demandes d'informations sur des sujets qui concernent directement les Corbasiens. Et on a fait preuve de patience, on a relancé, et à la veille de ce conseil municipal, nous recevons une salve de réponses, des réponses qui, une fois de plus, ressemblent davantage à des esquives qu'à une véritable volonté de transparence. Alors, on a quelques exemples, et ils sont révélateurs d'un schéma qui se répète, malheureusement. On vous a interrogé sur un affichage d'un promoteur sur le domaine public. On vous a demandé des informations claires, s'il y avait une déclaration, si le dispositif était à votre avis légal, si une taxe avait été perçue. Et la réponse que nous avons reçue, elle est édifiante. Vous nous renvoyez à la métropole pour la question du règlement local de publicité. Pourtant, sauf erreur de notre part, la compétence pour l'occupation du domaine public, elle relève bien de la commune. Donc pourquoi ce jeu de passe-passe? Pourquoi cette tentative d'esquiver vos responsabilités? Et on se demande ce que vous cachez derrière ce silence. Ensuite, on vous a interrogé sur la décision concernant le marché public de travaux pour l'extension de l'école Jacques Prévert. C'est la décision 2024 DC 161. Nous avons simplement demandé des précisions sur les montants alloués. Les montants alloués à la création d'une salle de classe et d'un restaurant scolaire. Et au lieu de nous fournir ces informations, vous invoquez des justifications juridiques qui semblent bien fragiles pour ne pas les donner. Alors pourquoi refuser la transparence sur un marché public? Y a-t-il de si sensible dans ces chiffres que vous ne souhaitez pas les partager? On a également demandé des précisions sur le diagnostic parental dans le cadre de la CTG. C'est un document qui a servi à établir des orientations politiques, de politique majeure pour notre commune. Pourtant, vous refusez de nous le communiquer, prétextant qu'il est préparatoire. Mais comment pouvons-nous, élus, exercer notre rôle de contrôle si vous nous privez d'informations essentielles? Pourquoi ce manque de confiance envers les représentants des citoyens? Et dans le même temps, après des mois de relance, vous nous transmettez enfin la déclaration liée au service minimum d'accueil, mais sans son contenu. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour un document qui aurait pu nous être communiqué immédiatement? Alors, c'est un schéma qui se répète, le silence comme méthode. Depuis des mois, nous vous interrogeons sur des sujets cruciaux pour notre ville, et cela, vous n'avez pas répondu. On vous a interrogé sur le contentieux sur le PUP. Toujours aucune transparence, vous n'avez rien transmis. On vous a demandé l'organigramme détaillé des postes à Corba, silence radio, nous avons que les chefs de service. Et puis nous avons demandé des détails sur la condamnation de la ville par le Conseil d'État pour défaut de surveillance périscolaire. Le désert, aucun document transmis. Alors le constat, il est sans appel. Vous jouez la montre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce cadre-là, nous ne sommes pas submergés, puisque c'est un mot à la mode, par la quantité et la qualité de vos réponses. Vous retardez, vous ignorez, et quand vous répondez enfin, c'est pour esquiver ou refuser. Mais une question s'impose. Qu'avez-vous donc à cacher? Parce que le respect des règles démocratiques passe par la transparence, et ce n'est pas une religion que nous aurions inventée au sein de notre groupe, l'Alternative pour Corba, c'est la définition même de la démocratie. L'auriez-vous oublié, monsieur le maire? Les citoyens de Corba ont le droit de savoir comment leur ville est gérée, comment leurs impôts sont utilisés et quelles décisions sont prises en leur nom.
Nous ne nous contenterons pas de ce silence complice. Nous continuerons à exiger des réponses claires, des documents accessibles et une véritable transparence, parce que c'est ce que les citoyens, parce que c'est ce que les Corbasiens méritent, parce que c'est ce que la démocratie exige. Donc, monsieur le maire, vous pouvez jouer la montre, mais nous ne lâcherons pas, car nous ne confondons pas l'autocratie et la démocratie. Je vous remercie. Très bien, je vais épiloguer 10 ans, puisque bon, le cinéma, vous le faites toutes les fois, ça fait 5 ans. Mais vous avez évoqué la submersion. Alors moi, j'ai envie, à contrario, de vous évoquer la submersion de questions que vous nous posez, donc qui perturbent le bon fonctionnement de nos services. Dois-je vous le dire. Et vous êtes un spécialiste pour ce sujet, monsieur Morillon. Voilà, je voulais simplement rappeler tout cela. Et les réponses, elles vous sont faites, elles vous sont apportées. Et je serais même enclin à vous dire une chose, monsieur Morillon, puisque vous nous dites que finalement, on ne vous communique pas les choses. Je n'ai pas regardé si vous étiez présent ce soir-là, mais en date de la séance du 17 octobre 2024, vous avez dit qu'on ne vous aurait pas communiqué les éléments d'un marché public. Je lis 2024 DC 161, marché public, groupe scolaire Jacques Prévert, restaurant scolaire à extension, école élémentaire. Il est même précisé le nombre de lots, il y en a précisément 13. Attribution. Donc je peux vous dire que le lot numéro 2, par exemple, a été attribué à une très belle entreprise d'ailleurs. Je saluais le président il y a quelques jours, la société PETS, qui est route de Lyon à Corba. Que le lot numéro, je prends au hasard, hein, numéro 11. Non, mais on y était à ce conseil, monsieur le maire, c'est pas la question. Voilà. Si, c'est la question. Non, ce n'est pas la question. Alors, on ne va pas épiloguer, en tout cas, moi, c'est ma réponse. Et je vous dis qu'en l'espèce, les éléments de réponse vous ont été apportés. Ils étaient à la connaissance de tous, et bien entendu des Corbasiens. Et ils apparaissent là. Le lot 2 représente un marché hors taxe de 261 400 €. Ce qu'on souhaite, c'est avoir le contenu des lots, monsieur le maire, sur des marchés publics. Non, mais attendez, le sujet sur lequel vous êtes, une forme de complotisme, on ne dirait pas tout. Ouais, ça, vous le laissez à d'autres, et on pourra au moins discuter, avoir des discussions qui méritent et qui ont un peu de On ne le laisse pas à d'autres, nous sommes à Corba et nous souhaitons avoir des informations que vous ne nous communiquez pas. Vous êtes systématiquement. Voilà, ça c'est ma conviction et c'est ce que tous les élus de cette majorité pensent de vos interventions. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci. On va avancer dans ce conseil municipal qui est ample sur un sujet qui intéresse pour le coup les Corbasiens, puisqu'on va parler du rapport d'orientation budgétaire. Monsieur le maire, excusez-moi. Oui, monsieur. Merci. Merci, monsieur le maire. Juste une question, ça fait 3 conseils municipaux qu'on a posé des questions à Madame Bab. Elle devait nous répondre. Pour le coup, vous avez raison. Merci. C'est vrai que j'allais te donner la parole, puisqu'il y avait une question de dernier conseil municipal. Dominique était absente. Des 2 derniers. Bien entendu, elle va se faire, je pense, un plaisir de vous apporter la réponse. Et puis pendant, que vous êtes. merci. Et puis pendant que j'ai la parole, lors de la question en CM, on vous a demandé la copie de la convention de prestation d'accompagnement conclue avec les CCI Lyon Métropole. Vous l'avez nommée, mais on ne l'a pas. Merci. Ce sera remis, monsieur, à la fin du conseil. Alors, je laisse la parole à Dominique pour la question. Alors, ainsi que vous l'avez dit, vous m'avez posé une question, mais n'étant pas présente, je n'ai pas pu vous répondre. Donc voilà. Là, vous êtes impatient et Indispensable. c'est ce que j'ai pensé. Ne vous inquiétez pas, et ça, je sais, ça. Longtemps. Donc, ce soir, je suis présente par chance et je vais pouvoir vous répondre un petit peu sur le même registre que ce que je peux vous dire chaque année lorsque je fais mes déplacements, à savoir qu'effectivement, nous soutenons, donc, au mois d'octobre, je suis allée sur 2 salons et rencontres, Neuch Pro, qui s'est déroulé à Vichy, et qui concerne spécifiquement la jeunesse, et puis j'ai assisté aussi aux rencontres du réseau RSE que nous soutenons et auxquelles nous appartenons, puisque nous sommes adhérents. Donc, et puis après, en décembre, j'ai participé à nouveau au congrès de l'ANDEV, les directeurs d'éducation des villes. Donc,
Il me paraît important, et il me paraît important, de participer à ce genre de rencontres, d'une part parce que nous soutenons ces organismes, et d'autre part, les événements qu'ils organisent, il est important d'y participer par la richesse de leurs échanges et de leurs rencontres. On dit que les voyages forment la jeunesse. Moi, mes voyages sont à propos de la jeunesse. Donc, et pour servir au mieux mon engagement, ma mission et la délégation que je sais. Donc voilà. C'est l'occasion, cette année, nous y sommes allés avec nos animatrices. On a eu cette chance-là. Elles ont eu cette chance-là. Nous avons eu aussi ce plaisir de les emmener avec nous. Donc le thème de l'Andev était sur l'accompagnement des jeunes dans leur implication sur la cité et sur la ville. Donc notre CMEJ va dans ce sens, et puis toutes les initiatives que nous pouvons mettre en œuvre, la bourse aux initiatives avec le PAGE, les commissions qui peuvent exister et vivre au sein de nos structures. Donc tout cela vient servir nos jeunes animatrices qui sont arrivées récemment, l'année dernière, pour qu'effectivement, elles aussi viennent s'enrichir des échanges, et pouvoir aussi faire des rencontres avec leurs pairs, PAIRES, des experts, et réfléchir tous ensemble sur les missions qui nous sont accordées et puis les actions que nous menons. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Pour le reste, nous travaillons et les résultats, vous pouvez les voir, d'accord ou pas d'accord, sur les actions que nous menons au sein de la municipalité sur ces sujets-là. Merci de votre écoute. Allez, bien, je remercie Dominique pour cette explication. Donc, on va passer au rapport d'orientation budgétaire. Je précise simplement qu'il y aura forcément des interventions dans l'ordre citoyen, Renaissance, PS apparenté, groupe écologiste, droite républicaine et communiste. Michel Maltrait, Michel, c'est à toi. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, alors le rapport a dû être remis à l'ensemble des conseillers municipaux, mais je vais le synthétiser grâce au PowerPoint qui ne va pas manquer de s'afficher dans quelques instants. « 2025. Alors, un peu de macroéconomie ensuite. D'abord, pour commencer, croissance française revue à la baisse en 2025. Gouvernement, Banque de France, bon, on sera dans le forfait de 1,1 à 1,3. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il est tombé le chiffre pour la croissance 2024 sortie par l'INSEE. On serait à 1,1 de croissance en 2024. Bon. L'inflation qui décélère encore, le gouvernement dit 1,8, la Banque de France dit 1,8. Bon, ça devrait se passer dans ces deux-là. Des taux d'intérêt pénalisés par l'instabilité gouvernementale. En dépit de la baisse des taux directeurs, oui, quand les marchés financiers ne savent pas trop à quelle sauce le budget de la France, comment on va voter le budget de la France, et évidemment, ça ne peut que tendre les taux et pas les faire baisser. Retour du chômage en 2025, vous avez vu comme moi les chiffres publiés sur janvier 2025 avec un chômage qui remonte très légèrement à un peu plus de 8%. Les spécialistes ont l'air de dire que ça ne devrait pas durer. Les recettes de TVA nationale qui ont été prévues à 4,8, alors là c'est important parce que la TVA c'est quand même l'essentiel des recettes de l'État français. Et l'évolution était prévue à plus 4,8 et ça s'est terminé à plus 0,8, donc là il y a un gros trou avec un déficit de 5,2% du PIB programmé en 2025, mais on devrait en savoir un peu plus peut-être en fin de semaine ou en début de semaine prochaine quand le budget sera ou ne sera pas voté, d'ailleurs en tout cas après la commission mixte paritaire qui est en train de travailler au moment où nous sommes réunis. La dette, 114% du PIB, alors ce chiffre, à la fois il fait peur et pas vraiment. Je rappelle quand même au passage que les champions du monde, les Américains, ont un PIB de 30 000 milliards de dollars et pour une dette de 33 000, ce qui va faire à peu près 110-112%. Les Japonais, eux, sont à 250% de leur PIB en dette. Alors c'est vrai que c'est une autre stratégie, puisque la dette est détruite à 80% par les Japonais eux-mêmes. Donc c'est un peu plus simple de se financer. Donc le projet de la finance, je viens d'évoquer, est encore en cours de négociation. Alors qui appellera sans doute des efforts collectifs sur lesquels je vais revenir, parce qu'il y a des choses qui peuvent nous impacter, mais on ne le sait pas encore, avec certitude. La revalorisation des bases foncières de la fameuse A7,
assiette, pardon, ce qui veut dire que nos recettes en matière de taxes foncières devraient augmenter de 1,7%, sous réserve que l'État ne décide pas de ne plus compenser l'exonération de 50% sur les taxes foncières sur les bâtiments industriels et commerciaux, qu'il nous compense jusque-là et il les indexe sur l'inflation. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. L'augmentation des charges patronales, c'est notamment, on y revient un peu plus loin, l'augmentation des cotisations sur les salaires des fonctionnaires, notamment pour la CNRACL, la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et d'ailleurs des fonctionnaires hospitaliers aussi. Moindre subvention d'investissement, vous l'avez vu, il y a de grosses discussions en ce moment. L'État voulait réduire les subventions qu'il est susceptible de verser aux communes, aux collectivités territoriales qui vont vers la transition énergétique. Il y a des partis politiques qui disent non, il ne faut pas baisser cette enveloppe, sinon il y a des travaux qui ne seront pas faits. On ne va pas vers le verdissement de nos communes et ça veut dire des entreprises qui risquent d'être en difficulté aussi parce qu'elles auront moins de marché. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Un risque financier possible de contribution au redressement des finances publiques. Alors, vous l'avez vu au départ, il était question de taxer les grosses collectivités. Et puis après, il a été question de mettre à contribution les collectivités de plus de 3500 habitants, je crois, qui sont considérées comme riches. Et avec des chiffres qui ont circulé. Et nous, on a toutes les raisons de penser, habituellement nous sommes, puisqu'on n'a plus de recette globale de l'État depuis quelques années, vous le savez. Alors, on percevait avant plus d'1 million d'euros quand même de dotation annuelle de l'État. Ce chiffre a diminué jusqu'à 0. Depuis quelques années, on a 0. Et on a fait des simulations, enfin les services financiers ont fait des simulations sur ce que ça pourrait coûter à la ville sur la base des chiffres qui étaient parus à l'époque. Ça pourrait être aux environs de 350 400 000 euros. Mais encore une fois, on n'a pas de certitude du tout. Attendons encore un peu. Bon, la dette, je ne dirais pas, vous entendez cette litanie depuis quelques années maintenant, il n'y a pas de dette toxique, 100% de l'encours est à taux fixe, il n'est pas possible de renégocier ce qui est en cours, on s'en est déjà expliqué très largement. Corba est beaucoup moins endetté que les villes de la même catégorie, vous lisez comme moi le chiffre, 188 euros par corbésien contre une moyenne dans la strate à 1022. La stratégie financière, elle ne peut pas être plus sécure que la nôtre, c'est clair. Alors, des recettes de fonctionnement qui devraient être en hausse, là aussi, les recettes fiscales et les tarifs ajustés à l'inflation. Alors, quand on dit tarifs, vous savez, on revoit les tarifs en général sur la base du 1er septembre de l'année en cours. Donc, sur l'année 2024, on a perçu ce tarif sur 3 mois, on va les percevoir en année pleine, puisqu'on est sur la base des tarifs votés au 1er septembre. Prudence sur pas l'augmentation des soins de concession. C'est-à-dire que les habitants de Corba, une fois de plus, en dehors de la hausse de l'assiette qui est prévue par le législateur et pas par nous, les taux d'introduction d'une année de plus à Corba ne vont pas bouger. Je rappelle une fois de plus qu'ils sont parmi les plus bas, mais on l'a souvent dit. Prudence sur les DMTO. DMTO, c'est des droits de mutation à titre onéreux. Alors, c'est quelque chose dont on ne sait jamais ce qu'on va percevoir. Parce qu'entre le moment où un bien immobilier se vend ou s'achète dans le même temps, et il peut se vendre en 2023, mais on ne percevra le DMTO qu'en 2025, éventuellement. Parce que c'est la circulation des fonds entre le notaire, le conservatoire des hypothèques, que ça revienne et que ce soit enregistré à notre nom auprès du Trésor public. On est dans le flou plus total. À titre d'exemple, je dirais qu'en 2023, on avait perçu 834 000 euros de DMTO, une somme conséquente quand même. Eh bien, en 2024, 407 000, la moitié. Et on est bien incapable de dire en 2025 ce qu'on va percevoir. Et alors, bien sûr, il y a des appartements qui se construisent. Je vous vois hocher du bonnet, M. Héraclas. Bravo, si vous êtes capable d'intéresser des tas de gens, mais pas seulement à Corba, dans le monde entier. Alors après, est-ce qu'il y aura des grosses transactions sur la zone industrielle? Parce que là, il y a des gros volumes parfois et ça peut faire monter le chiffre de manière significative. En tout cas, nous ne le savons pas. La CAF, mais je crois qu'il y a un sujet un peu plus loin dans le conseil municipal, puisqu'il y a une renégociation de la convention technique globale, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc des financements, quelque part, de la CAF qui devraient être optimisés pour ce qui nous concerne. La cotisation CNRACL, je l'ai déjà dit. Alors, l'attractivité, donc ça a trait là maintenant l'attractivité des métiers de la fonction publique territoriale et aux charges imposées. Assurance maintien de salaire. Là, vous avez vu aussi que dans le projet de loi de finances, il serait question éventuellement de ne pas le maintenir. Vous savez, c'est quelque chose qui concerne ceux des salariés qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui sont fonctionnaires, mais qui sont au taquet de leur grade et qui ne changeront pas de catégorie.
Et bien pendant 4 ou 5 ans, ils peuvent avoir 0 € d'augmentation annuelle. Et donc, ils ne seraient pas protégés contre l'inflation. Il y a un mécanisme qui fait que, je ne sais plus, tous les 4 ou 5 ans, on revoit les situations de ceux-là pour les indexer sur l'inflation à minima. Enfin, sur l'inflation, rien de plus, c'est très codifié, quoi. Je ne sais pas si ça sera maintenant. On va revaloriser les tickets restaurants, je pense que tout le monde est au courant maintenant, pour les passer à 8 € avec toujours une participation de 60% de la municipalité. Fidélisation des policiers municipaux et recrutement de 4 agents supplémentaires. Ah oui, 4 agents pour alimenter notre CSU. J'imagine que là, vous allez être ravis. Hein. Voilà. Les 4 agents supplémentaires, donc 4 salaires en plus, quand même, c'est pas neutre au niveau des finances de la ville. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et fidélisation des policiers municipaux. Vous êtes peut-être au courant, mais le régime indemnitaire de la police municipale, pas chez nous, dans la France entière, est en train d'être remis à plat, là, en début d'année 2025. Donc, on supprime les anciennes primes, si j'ose dire, et on en crée de nouvelles. Mais il va bien sûr falloir s'adapter à ce que fait le marché. Évidemment, on a fait un benchmark soigneux de ce qui se passe dans le département, et on voit les policiers municipaux, d'ailleurs, lundi, pour leur expliquer ce qu'on va mettre en place. Mais ça sera un peu d'argent en plus, c'est clair. Contrat local d'accompagnement scolaire, mais là, il y a une délibération sur le sujet, je laisserai ceux qui savent en parler mieux que moi. Action jeunesse et parentalité, là aussi, il y a une embauche à la clé. Dispositif de prévention contre la délinquance des jeunes, on est en pour parler avec 2 associations pour voir comment on peut faire pour arriver à mettre de manière utile et à moindre coût, mais de manière utile surtout, des gens qui font de la prévention concrètement sur le terrain et qui savent faire, donc c'est le métier de faire ça. Ça existe. Lutte contre les dépôts sauvages. Alors là, je n'ai quand même pas. Vous l'avez vu, moi, ça m'agace prodigieusement. Moi qui me balade sur les grandes terres, quand de temps en temps, je vois que quelqu'un a versé un camion à l'entrée des grandes terres, je suis tout furieux. Je fouille dans les déchets pour trouver un nom, etc. J'en trouve pas, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas si bêtes. Alors, on va essayer de les coincer, ceux qui font ça. Je ne vais pas trop m'étendre sur la manière dont on va procéder. Hein, on ne va pas leur expliquer comment on va les coincer non plus. Mais on va essayer de les coincer. Culture hors les murs. Ça veut dire qu'il y aura des manifestations cet été qui seront mises en œuvre par le Polaris et sa nouvelle directrice, qui devrait permettre à la culture de sortir les murs du Polaris pour arriver dans les rues de Corba. Projet local de santé, je pense que M. le maire en dira un mot tout à l'heure à travers le changement de date pour les primes d'installation des médecins, donc je lui laisse ce privilège. Le soutien aux associations, bien sûr qu'on va le maintenir, c'est une évidence. Les frais financiers sont en baisse, oui, puisqu'on amortit le capital de la dette. Enfin, les frais financiers aujourd'hui, ça représente franchement plus grand-chose, quoi. Et ils vont quand même baisser, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Financement de la pénalité SRU. Alors, on est sorti de la carence, on n'a plus la surpénalité et on conserve la maîtrise sur notre permis, au contraire de certaines villes dans notre environnement immédiat. Mais on a toujours une pénalité, je vais vous donner un chiffre. Par exemple, en 2024, on avait une pénalité de 157 000 € et qui finalement s'est traduite en 71 000 parce qu'on avait fait des subventions aux bailleurs sociaux, subventions qui sont votées systématiquement dans ce conseil, à hauteur de 86 000. Sur 2025, on a une pénalité de 147 000. Et comme on a fait en 2024 que 30 000 de subventions à des bailleurs, ça va se traduire par une somme de 117 000. Donc la pénalité baisse, mais on va verser plus. Allez comprendre quelque chose. Non, je dis ça pour rien. Contribution au financement, au redressement des finances publiques, j'en ai assez parlé, je crois. Donc, une fois de plus, nous serons critiqués pour ça, mais c'est pas grave, c'est plutôt un plaisir. Bon niveau d'épargne prévisionnelle conforme au financement des opérations de mandat, parce que si jamais vous aviez un doute sur les opérations du mandat, là on est en train de faire Prévert et on commence à parler du Polaris. Enfin, on est complètement sur le sujet du Polaris. Là, on est en millions, hein, on n'est pas en école. Donc, les quelques millions qu'on a pu mettre de côté dans ces perspectives-là, vous voyez, ils vont aller. Et puis, si je laisse un peu fleurir votre imagination, c'est pas bien difficile de savoir ce qu'il va falloir faire ensuite. Hein, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un expert en la matière, mais il me semble quand même que le gymnase des pays mériterait sans doute quelques travaux d'économie d'énergie. Il me semble également que la gendarmerie mériterait sans doute la même chose ou des rénovations assez lourdes. Donc vous le voyez bien, dans les années qui arrivent, là,
il y aura des travaux d'envergure à piloter et il ne s'agit pas d'aller dépenser donc l'argent n'importe comment. On a amorti 287 000 euros. Voilà. Pardon. Moi, je fais peur. A priori, même si on a cru le contraire il y a 3 ou 4 mois, on s'est dit on aura peut-être besoin d'emprunter. Puis les prévisions sont affinées, les calendriers de mise en œuvre des travaux aussi, ce qui fait qu'on n'aura pas besoin d'emprunt en 2025, sauf, parce que là, on n'a plus cette réserve-là, sauf s'il y a une opportunité foncière, hein, un terrain, on revient à la même chose, hein, qu'il faut que nous achetions et qui se libère, qui est à la vente. Donc là, on fera un emprunt, mais sinon, on n'aura pas besoin. Et donc, des capacités d'investissement en 2025, on en a cité quelques-unes qui sont importantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On veille à la tranquillité publique et au bien-être des habitants. Le CSU, on l'a évoqué. 4 personnels en plus, c'est pas neutre pour moi. Vidéoprotection, climatisation des salles pour les plus vulnérables, c'est toujours la même chose, les anciens et les plus petits. Le projet de santé avec la maison médicale et de bonnes nouvelles derrière nous et devant nous sans doute. Une ville prévoyante qui anticipe les besoins des habitants. Alors, cofinancement de logements abordables. Eh ben, pour la première fois en 2024, on a voté une subvention de 100 000 euros pour un bail réel solidaire, vous savez, l'ancienne maison de retraite. C'est la première opération chez nous de cette nature. On ne les a pas encore décaissés. Donc, on a été encore appelé 1 000 euros, mais ça va venir. Nouveau restaurant scolaire, Prévert, etc., le nouveau gymnase hôtelier, tout le monde est bien au courant de tout ça. Requalification de la médiathèque. Là, on n'est pas dans la bricole, là, on est en centaines de milliers d'euros aussi. Donc, vous le savez, la médiathèque va déménager. Alors, à partir de juillet, je crois, jusqu'à janvier ou février, mars, je ne sais plus, de l'année prochaine, le temps qu'on fasse des travaux d'envergure. Finalisation de la place Charles de Gaulle. Eh ben, vous l'avez vu, c'est presque fini, mais pas tout à fait quand même. Les jardins partagés. C'est un joli billet, ça aussi, les jardins partagés. Hein. Je le dis dans un souci de transparence, monsieur Morinon. C'est une enveloppe globalement de 500 000 euros. C'est plus. Un poil plus peut-être, 550. Mais 750. Non, je ne crois pas. Les responsables qui s'engagent dans des projets durables à la rénovation énergétique, végétalisation, oulala, arbustive, ok, arbustive, désimperméabilisation, on cherche à me compliquer la vie ce soir. Désimperméabilisation de la cour d'école Prévert. Là aussi, c'est un budget. J'ai en tête un chiffre de 750 000 euros pour c'est pas une bricole. Hein. On est dans des gros volumes. Où va l'argent? Il va là. Et c'est fini. Et je vous souhaite une belle soirée. Bien, merci Michel pour cette explication que chaque année, une grande clarté. J'en profite pour te remercier, bien sûr, mais également de remercier le travail formidable qui a été fait par les services de la ville pour pouvoir nous apporter ces informations et pouvoir produire le travail que tu nous as soumis. Voilà, donc il y a un certain nombre d'interventions, comme de règles, lorsqu'on débat des finances. Donc je vais tout d'abord donner la parole aux citoyens. Qui prend la parole? Merci, Yves, c'est à toi. Merci, M. le maire, chers collègues. Notre groupe remercie très sincèrement M. Maltrait ainsi que les services pour ce travail fourni, une vision claire et précise de l'état financier, tout en présentant des perspectives pour 2025 pour notre commune. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres qui prouvent encore une fois la bonne gestion de notre ville, mais relever simplement que l'absence de budget au niveau national ne facilite pas les projections pour les communes. Heureusement, nous avons une dette saine, en nette diminution et surtout sans produits toxiques. Malgré les incertitudes liées au contexte national, notre commune continue de se développer au bénéfice de nos administrés, notamment avec des augmentations de financement de l'action sociale au CCAS, le maintien et même une augmentation des subventions aux associations, la création d'un CSU afin de renforcer la sécurité des habitants et commerçants, le réaménagement de l'école Jacques Prévert et de son restaurant scolaire, de la médiathèque et de la place Charles de Gaulle, la création des jardins familiaux, une nouvelle salle d'entraînement au taillis, que je préfère à un gymnase, merci, un terrain de paddle, la continuité des engagements dans la transition énergétique et l'amélioration de certaines prises en charge pour le personnel communal. En plus de tous ces beaux projets, les disponibilités financières nous permettront des opérations supplémentaires avoisinant les 1,9 million d'euros. Enfin, la part des impôts communaux ne sera toujours pas augmentée cette année. Notre groupe valide sans réserve cette présentation. Merci Yves.
Eric, dans le sens. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. À mon tour, merci au service pour tout le travail et la vulgarisation de tous ces éléments pas toujours simples de prime abord. Et voilà. Et c'est vraiment une facilité pour appréhender tous ces éléments. Donc, je vais faire assez court, parce que finalement, les marqueurs politiques auxquels adhère notre groupe politique sont une nouvelle fois au rendez-vous. Pas d'augmentation d'impôts, certes, si ce n'est l'assiette dont on n'est pas maître. Poursuite du remboursement des emprunts pour atteindre un endettement historiquement bas. Pas de dogme sur l'emprunt. Michel l'a dit, il y a 4 mois encore, peut-être fallait-il faire un emprunt, finalement non, mais on ne s'interdit rien. Maintien des subventions aux associations, les charges de personnel maîtrisées et un investissement toujours fort, même à 1 an des élections, on ne note pas de ralentissement. Le tout dans un contexte national et international pour le moins inquiétant, pour ne pas dire complètement déroutant. Quoi qu'il en soit, ces différents marqueurs budgétaires étant au rendez-vous, bien sûr que notre groupe soutient cette orientation et est fier de faire partie de cette majorité municipale. Au terme de 5 ans de ce mandat et à l'aune de ce budget pour cette dernière année d'exercice complet, on commence à voir les succès s'accumuler. Pour n'en citer que quelques-uns, certains que mes collègues sauront en faire l'inventaire, j'ai envie de parler, par exemple, de la maison médicale. Qu'avons-nous entendu? Un bâtiment vide, du lobbying de l'opposition sur les réseaux sociaux pour faire des sondages, pour assumer, sans en assumer la démarche politique. Eh bien, finalement, ce bâtiment se remplit, y compris avec des médecins généralistes. Certains, proches d'ici, aiment la lumière des projecteurs pour s'écouter parler du sujet. D'autres, ici, agissent dans l'ombre et aboutissent à des résultats concrets. Et pérennes, surtout. Il y a également la place Charles de Gaulle qui retrouve l'image et le cadre de vie qu'elle mérite. Et côté investissement, vous me voyez venir, évidemment, je ne pourrais m'empêcher de profiter de cette tribune pour valoriser le projet d'investissement sur les enjeux de sécurité et de centres de surveillance urbains. Alors, j'ai lu tout de suite les propos de on vous l'avait dit, si vous reprenez notre idée, j'en passe et des meilleurs, merci, on sait ce que c'est qu'un CSU. Simplement, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Voilà, on arrive au bout de 3 ans d'un long et fastidieux travail de mise en place de quasiment 100 de caméras, de quasiment 150 vues, grâce à ces caméras, à un parc qui, maintenant, peut être pleinement exploité grâce à un centre de surveillance urbain. Des commentaires, merci. Donc, le projet envisagé et qui était mené via ce DOB est l'aménagement complet d'une salle de supervision avec effectivement le recrutement de 4 personnels, idéalement de profil ASVP, agent de surveillance de la voie publique, pour à la fois effectivement superviser ces caméras, mais aussi faire des actions de terrain sur des plages horaires les plus étendues possibles. Ceci portera donc les effectifs de sécurité à 13 ETP, pour un territoire de 12 km², je le rappelle. Je ne sais pas si je vais réussir à parler sans être interrompu. Merci. 3e fois, 4e fois, merci. Donc 13 ETP, vous ne ferez pas perdre le fil, pour un territoire de 12 km². Pour comparer, certains, en genoux, ont des politiques différentes, dites de mutualisation, pour avoir des territoires beaucoup plus grands. Par exemple, pour en citer un qui est proche. Donc effectivement, ça fait des effectifs flatteurs. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement sur un territoire aussi grand? Quel est le délai d'intervention de la police municipale d'un bout à l'autre d'un territoire de 72 km², contrairement à un territoire de 12 km²? Donc effectivement, depuis l'extrême nord de la zone industrielle jusqu'à la boîte de nuit ou au parc, voilà, effectivement, la police municipale, elle est capable d'intervenir en moins de 10 minutes, où qu'elle soit. Voilà. Donc effectivement, ce n'est pas le choix qu'on fait. On veut des policiers municipaux à Corba au profit uniquement des Corbasiens, ce qui n'est pas forcément le choix de tout le monde, et on l'assume complètement. Des communes, dans certaines mutualisations, des petits villages, ont droit à 2 heures de police municipale par semaine. Renseignez-vous, l'information est vérifiée. Et bien, effectivement, les policiers municipaux de Corba sont uniquement pour Corba. Quand ils sont là. Donc, on en est à la 5e coupure dans mon intervention. Effectivement, je pense que c'est un petit peu trop sur la classe. Donc, tout le monde se tait quand vous intervenez. Donc, et il y a la courtoisie. Pardon. Et ça, c'est de donner des leçons. Merci. Donc, effectivement, merci beaucoup.
Donc effectivement, l'augmentation en frais de fonctionnement est conséquente en ressources humaines, c'est certain, mais difficile de recruter progressivement. Il faut constituer une équipe d'un seul coup. Et en investissement, pour ce qui est des travaux de mise en place, nous saurons aller chercher les subventions nécessaires. D'ailleurs, nous avons, avec Monsieur le maire, rencontré très récemment Monsieur le préfet délégué à la sécurité, qui a souligné toutes les actions de sécurité qui ont été menées à Corba et qui a pris l'engagement de nous soutenir dans ce nouvelle tranche d'investissement, avec les investissements et avec des subventions, pardon. Et nous saurons aller chercher toutes les aides, d'où qu'elles viennent, sans dogme politique, ne vous inquiétez pas. Donc, pour conclure, je ne vais pas m'étendre uniquement sur ce sujet, mais c'était l'occasion. Je vous remercie. Notre groupe soutient entièrement l'orientation budgétaire qui nous est proposée ce soir. Merci. Merci Eric. Je vais donner la parole à Laurence Roulin pour le groupe PS et apparenté. Monsieur le maire, chers collègues, nous participons ce soir au débat d'orientation budgétaire, moment important dans la vie d'une commune. Notre rapporteur et président de groupe a une nouvelle fois su nous expliquer ces éléments avec brio et pédagogie. Cette présentation est le fruit d'un long travail, commencé dès l'été dernier par nos services municipaux. Je souhaite ce soir mettre en avant tout ce travail, car en fait, nous discutons là de cette synthèse, de tout ce travail qui regroupe les propositions des services, les projets des élus et les dépenses indispensables que notre collectivité doit prévoir pour maintenir un service public de qualité, une offre diversifiée, un soutien à la vie associative et une aide aux plus fragiles. Le contexte international n'est pas de nature à nous rassurer. Entre conflits, crise économique, croissance morose en Europe et de grosses incertitudes suite à l'élection américaine, le contexte est loin d'être rassurant. La France a connu en 2024 une croissance supérieure à celle de la zone euro, en partie liée à l'effet JO. Mais l'instabilité politique avec la censure du gouvernement Barnier n'a pas permis l'adoption de la loi de finances pour 2025. Aussi, les incertitudes sont nombreuses. Est-ce que l'effort demandé aux collectivités sera moins important qu'envisagé par le gouvernement Barnier suite au dernier débat parlementaire? Telle est la question. Malgré ce contexte peu favorable, la ville de Corba a su maîtriser ses dépenses et ainsi développer une grande capacité d'autofinancement bien plus élevée que la moyenne des communes de même strate, ce qui lui permet de financer ses projets d'investissement. La situation financière est saine, ceci dû à une gestion rigoureuse et malgré aucune dotation de l'État. Nos taux d'imposition sont les plus bas des communes de même strate. Et c'est bien là tout le paradoxe. Nos taux d'imposition sont bas et par conséquent, l'État considère que nous sommes une commune riche et nous n'avons plus droit à des dotations depuis des années. Mais notre majorité fait le choix encore cette année de ne pas augmenter les taux d'imposition. Les indicateurs sont en vert pour Corba. La dette par habitant ne se fait que diminuer d'année en année, montrant la qualité de la gestion de la ville depuis presque 18 ans. Nous pouvons être fiers de ne pas laisser de dette à la génération future. Et c'est loin d'être la situation qu'a connue l'équipe Vivons Corba quand elle s'est retrouvée aux manettes de la ville en 2008. Le montant de dette par habitant est annoncé à 188 €, alors que pour les communes de même strate, il est de plus de 1 000 €. Corba est donc 5 fois moins endetté que les villes de même strate. Pour 2025, nos recettes de fonctionnement, nos dépenses de fonctionnement seront légèrement en hausse, mais nous avons aussi des nouveaux projets à mettre en place. Notre budget sera impacté aussi par des mesures envers nos agents, en partie liées à des mesures réglementaires comme la hausse des cotisations retraite, mais aussi liées au développement de certains services publics et à des choix politiques, comme pour le centre de supervision urbain ou la mise en place de contrats d'accompagnement scolaire dans le primaire. Le régime indemnitaire des policiers municipaux connaîtra également une évolution au bénéfice des agents. Nous faisons aussi le choix d'accompagner nos agents le mieux possible en augmentant notre part dans la cotisation de la prévoyance pour le maintien de salaire et en augmentant les tickets restaurants. Tous ces engagements ont été annoncés d'ailleurs aux agents par notre adjoint aux ressources humaines lors de la cérémonie des vœux. Corba est une ville solidaire. Nous nous réjouissons du soutien au centre d'action sociale dans le cadre de notre politique sociale en faveur des anciens, de la petite enfance et des plus démunis. Corba est une ville solidaire qui soutient son tissu associatif. Alors même, nous entendons souvent que les subventions ont baissé. Je ne réexpliquerai pas la différence entre une subvention de fonctionnement ou une subvention par projet qui peut ne pas se réaliser et donc pour lequel une subvention ne sera pas versée, ou le fait que certaines associations demandent moins ou pas de subvention d'une année sur l'autre. Bref, comme je l'ai dit au dernier conseil, il y a ceux qui préfèrent ne pas comprendre. L'aide au tissu associatif sera d'ailleurs cette année préservée, voire intensifiée. Nous accorderons une attention particulière également à l'aide aux sportifs de haut niveau. En ce qui concerne les investissements, ils seront une nouvelle fois très nombreux. De nouveaux projets vont voir le jour,
comme les projets participatifs de jardins familiaux, la modernisation de la médiathèque, la salle sportive des Taillis et le développement du centre de supervision urbain. À ces investissements d'envergure, il y a aussi le quotidien d'une collectivité. Rénovation, plantation, création de voies vertes, signalétique, renouvellement du matériel pour nos services, pour nos associations, pour nos jeunes dans les écoles, pour nos établissements d'accueil des jeunes enfants et de loisirs. La liste est longue et s'élève à environ 2 millions. Alors pour toutes ces raisons, et pour continuer à développer les projets de l'équipe de Vivons Corba, le groupe socialiste et apparenté valide bien évidemment les orientations budgétaires proposées par la majorité et votera bien évidemment favorablement sur la tenue de ce débat d'orientation budgétaire. Parfait. Merci Laurence. Je vais donner la parole à Véronique pour le écologiste. Véronique, c'est de toi. C'est monsieur le maire. Voilà. Je regarde la Véronique. Eh ben, je laisse la parole à Vivien. Bonsoir à tous, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Notre planète vit des moments troubles, avec des guerres et des confrontations qui conduisent à des drames humains. Ces situations génèrent des fragmentations sociales et des peurs quant à l'avenir. Les tensions dans le Sahel, les guerres au Moyen-Orient, la reconstitution des blocs, les oppositions ouvertes et différentes visions du monde, ainsi que la prise du pouvoir de Trump aux États-Unis, sont autant de paramètres qui impactent significativement les équilibres économiques et la diplomatie mondiale. Au niveau européen, nos institutions sont de plus en plus fragiles, ce qui se traduit par des divergences stratégiques entre États membres. Les idées extrêmes sont en forte progression. Les replis sont palpables, avec des souffrances et maladies inhérentes. Au niveau national, la politique a des effets anxiogènes suite à la dissolution unilatérale de l'Assemblée nationale décidée par le président. Une instabilité s'est installée avec une assemblée sans majorité absolue et une difficulté à avoir un gouvernement capable de proposer une loi de finances et un budget susceptible d'être voté pour un fonctionnement normal du pays. Le gouvernement a prévu de mettre à contribution les collectivités pour la résorption du déficit public. Cependant, son ordre de grandeur n'est toujours pas précisé. Ce projet aura des conséquences négatives pour les ressources financières des collectivités et par conséquent une incidence sur les offres de services publics. En ce qui concerne la métropole de Lyon, elle a engagé et investi dans des politiques publiques significatives et impactantes. Sur le plan social pour réduire les inégalités tant humaines que territoriales, sur les mobilités par des travaux de construction de nouvelles lignes de transport, des mobilités douces, ainsi que la mise en place des abonnements à tarifs accessibles pour les plus fragiles. Sur le plan d'éducation par la rénovation des collèges. Sur le plan alimentaire et agricole par la création de sites agricoles pour la production de fruits et légumes de qualité, ainsi que l'accompagnement des agriculteurs à mieux produire. Ce travail permet d'approvisionner plusieurs cantines collectives et de favoriser une alimentation de qualité pour nos collégiennes et collégiens. L'amélioration globale du cadre de vie par la protection des espaces naturels, le développement des espaces verts, la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologiques et la réduction des polluants que nous respirons et ingérons. Sur le plan de l'urbanisme et de l'habitat, la maîtrise du coût de foncier, la prise en main des PNUH permettant de diminuer l'artificialisation des sols, l'accompagnement et le soutien des bailleurs sociaux dans l'augmentation de l'offre de logement ainsi que dans les travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, les collectivités territoriales sont suspendues au vote du budget de l'État, qui pose le cadre des dépenses et des recettes. C'est ce cadre qui permet différentes programmations budgétaires, garant des politiques publiques nécessaires à la vie quotidienne des citoyennes et citoyens. Il est important de rappeler que le déficit public est essentiellement créé par les services de l'État, car les collectivités territoriales ont l'obligation de voter leur budget à l'équilibre. Ces dernières sont par conséquent jugées sur la capacité de leurs exécutifs à répondre aux besoins de leurs administrés par la qualité de l'offre de services et des infrastructures. Notre ville doit être fière de ce qu'elle offre comme services et infrastructures de qualité à ses habitants et habitantes. Les femmes et les hommes qui, au quotidien, par leur travail, permettent aux Corbasiennes et Corbasiens de vivre dans un cadre magnifique et agréable, sont une chance pour nous et par conséquent, nous, écologistes, tenons à les remercier pour leur professionnalisme et leur abnégation. Notre ville a engagé et réalisé plusieurs chantiers. Le réaménagement des places du Costel et Charles de Gaulle, les travaux de l'école Marie Curie, les travaux en cours du nouveau restaurant et des nouvelles salles de classe de l'école Jacques Prévert, le verdissement de l'avenue
Corbétin, le développement de la vidéoprotection pour la sécurisation de nos entrées-sorties de ville, ainsi que de notre zone industrielle, la montée en charge de notre maison médicale avec les arrivées de nouveaux professionnels, une amélioration des conditions de travail de notre personnel municipal. Notre ville présente une dette saine et avec un endettement 5 fois moindre que les villes de la même strate. Les ressources de la ville sont bonnes, du fait également de la contribution de la zone industrielle. Notre capacité d'autofinancement est bonne, car les produits liés au fonctionnement encaissé sont supérieurs aux charges de fonctionnement décaissées, ce qui nous permet d'avoir un financement propre pour des investissements utiles à la qualité des services et infrastructures nécessaires aux Corbasiennes et Corbasiens. Les prévisions budgétaires pour 2025 sont en évolution par rapport à celui de 2024 et se traduisent politiquement par des projets en phase avec les besoins des Corbasiennes et Corbasiens. Création de jardins familiaux, modernisation de la médiathèque, développement du centre de supervision urbain, transition énergétique avec isolation des bâtiments municipaux, construction d'un nouveau gymnase au Taï, je m'excuse Yves, salle au Taï, une salle de sport au Taï, relampis des bâtiments municipaux, investissement pour l'amélioration des activités de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, les seniors, le sport, la culture et la vie associative. Ce débat d'orientation budgétaire traduit la réalité de l'activité municipale dynamique, pilotée par notre direction générale et les différents services sous sa responsabilité. Notre groupe approuve ce rapport d'orientation budgétaire présenté par notre majorité. Merci. Merci bien. Vous avez la parole pour l'intervention de l'opposition. Mesdames, Messieurs, chers collègues, notre groupe remercie les agents pour l'élaboration de ces documents qui permettent le débat de ce soir. Nous débattons de l'orientation budgétaire de notre ville et notre groupe 3 de centre et société civile va se concentrer sur 2 points essentiels, 2 points principaux. Le premier, ça sera de décrire la lenteur et la léthargie de la majorité à conduire ces projets. Et le deuxième point décrira le désengagement de cette même majorité vis-à-vis du bien-être des Corbasiens. Premier point, lenteur et léthargie de la municipalité. La majorité se félicite de taux d'imposition bas. Cependant, les taux que vous avez pratiqués ont longtemps été supérieurs à ceux des communes voisines, atteignant 16% contre 12 à 14% dans les communes environnantes. Aujourd'hui, les impôts des Corbasiens augmentent en raison de l'élargissement des assiettes fiscales. Ainsi, le pouvoir d'achat des habitants est érodé. Donc, votre discours officiel de taux d'imposition bas, qu'on a entendu répéter ce soir, est déconnecté de la réalité quotidienne des habitants qui payent des impôts de plus en plus lourds. Et à Corba, le nombre de foyers fiscaux augmente, mais le nombre de foyers fiscaux imposés, quant à lui, il diminue. Les habitants de la ville sont de plus en plus pauvres et le financement de la ville repose sur une minorité de foyers contribuables, une minorité de foyers qui diminue d'année en année. Je cite des chiffres du ministère de l'économie. 2020, début de votre mandat, 5 447 foyers fiscaux et 3 281 foyers imposés à Corba. 2023, de 3 281 foyers imposés à Corba, nous passons à 3 003 foyers imposés à Corba, donc une diminution. La richesse de la ville, on l'a vu, est à attribuer à la zone industrielle principalement. Mais le financement des dépenses n'en est pas pour autant indolore pour les Corbasiens qui payent des impôts chaque année de plus en plus élevés. De plus, vous avez mis ce soir en avant le fait de dépenser moins que les communes comparables. Or, dépenser avec discernement, c'est miser sur des services publics de qualité et rendre la ville plus attractive. À Corba, la part du budget alloué au personnel est inférieure, d'après le rapport qui nous est présenté, à celle des villes similaires, ce qui impacte la qualité du service public, comme en témoigne
la réduction des horaires d'accueil depuis 2020. Ce qui importe réellement pour un habitant, pour un Corbasien, c'est l'accès à des services qui sont essentiels et un accès vite et en urgence. Un Corbasien, dans son quotidien, il va se demander, mais que fait la municipalité avec mon argent et toute cette manne financière qu'ils nous prennent dans nos impôts? D'autant que l'investissement par habitant à Corba est largement inférieur à celui des villes de même strate. Et lorsque les investissements sont réalisés, ils sont souvent mal chiffrés, mal conduits ou inadaptés. Je prends des exemples. Exemple, la place Charles de Gaulle. Prévisionnel annoncé, 700 000 euros. Coût réel, 1 200 000 euros. Problème de chiffrage. Exemple, maison médicale. 3 millions d'euros à ce jour et non pas plusieurs médecins généralistes, mais à ce jour, à moins que vous nous fassiez une annonce ce soir, ce qui serait très intéressant, pour le moment, nous avons un seul médecin généraliste dans cette maison de santé. Autre exemple, cette année, on va construire un gymnase dont ni le coût, une salle d'entraînement, pardon, dont ni le coût ni le besoin n'a été partagé, et après avoir dépensé, voire gaspillé, pas loin de 300 000 euros dans un projet de rénovation du gymnase des Roses, tel que cela avait été annoncé dans votre programme électoral. Alors, cette approche d'autofinancement des projets, elle entraîne une lenteur, une léthargie qui est préjudiciable et qui ne répond pas aux besoins immédiats et urgents des habitants. Exemple dans la santé. 6 ans pour Corba, pour une maison de santé qui a été de très nombreuses années vide de médecins généralistes jusqu'à récemment. Moins de 6 mois pour les villes voisines pour trouver des médecins après l'annonce en septembre de 4 départs de médecins. Exemple dans le domaine de la sécurité. On a perdu 5 ans pour envisager de mettre en place un centre de supervision urbain, puisqu'il n'était pas question de mutualiser les moyens en début de mandat. Et maintenant, on nous apprend des choses, on documente un centre de supervision urbain, alors que bizarrement, monsieur l'adjoint de la sécurité disait en conseil municipal il y a quelque temps qu'il y avait un centre de supervision urbain. Le même adjoint à la sécurité qui dit souffrir du mercato, je reprends ces mots, dans le recrutement de policiers municipaux, mais qui ambitionne ce soir le recrutement de 4 agents supplémentaires pour ce centre de supervision urbain qu'il a mis 5 ans à envisager. À Corba, on définit mal les priorités sociales. Exemple de non-priorité et de non-urgence. Les jardins partagés et familiaux. Alors, ce soir, on nous dit 400 000, 500 000. Qui dit mieux? Dans le magazine de la ville, il est annoncé 750 000 euros. 750 000 euros, montant de l'investissement pour ces jardins familiaux et partagés. 750 000 euros pour 25 familles bénéficiant de parcelles individuelles de 90 mètres carrés et 800 mètres carrés de jardins partagés. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour postuler, le site internet de la ville a publié le 5 juillet 2024 une annonce pour que les habitants puissent participer à ce projet. La consultation est close depuis quelques mois et le site indique qu'il y a eu 23 participants à cette consultation. 23 participants, c'est 0,02% des Corbasiens. Et la consultation est terminée. Ce faible taux de participation pour ce projet démontre que soit, premièrement, la ville communique mal, puisque peu de gens, manifestement, se sont manifestés sur la plateforme. D'ailleurs, on retrouve les infos dans le magazine de la ville de novembre 2004, alors que tout est déjà bouclé au niveau des projets et vraisemblablement de l'attribution des parcelles. Ou alors, soit deuxièmement, le projet n'intéresse pas massivement. Le deuxième point essentiel de ce soir, c'est
ce que nous constatons, un désengagement vis-à-vis du bien-être des Corvaziens. C'est quoi le bien-être d'un habitant? Le bien-être d'un habitant, il repose sur un environnement harmonieux, paisible, propre, sain, sécurisé, dynamique. À Corba, on a une urbanisation excessive, avec une multiplication de constructions immobilières qui transforme notre, entre guillemets, ville à la campagne en une zone bétonnée, sans réelle concertation avec les habitants, monsieur le maire est l'ami des promoteurs immobiliers, vraisemblablement. À Corba, on a une insécurité croissante. Je veux dire qu'il y a une urbanisation massive. Deuxième point, on a... C'est pas la même chose. Vous connaissez, c'est votre mode de fonctionnement. Je continue. À Corba, on a une insécurité croissante. Les points de deal se multiplient. Un immeuble a été incendié de manière criminelle en 2024, provoquant un délogement de nombreuses familles de plusieurs familles qui ont dû quitter la ville. Et la ville a été condamnée par le Conseil d'État pour des carences dans la surveillance des enfants sur le temps périscolaire, alors qu'une fillette avait subi des atteintes sexuelles. Et également, un ancien élu a été assassiné dans sa maison à Corba. Et alors, je vous démontre qu'il y a une insécurité croissante. Une propreté. Et alors, dans votre rapport d'orientation budgétaire, vous envisagez un centre de supervision urbain, ça porte bien sur la sécurité. La propreté de la ville. On en parle de la propreté de la ville. Vous encouragez des actions bénévoles de ramassage citoyen, alors que la propreté, nous semble-t-il, est une mission fondamentale de la municipalité. Les habitants payent des impôts qui financent des services de propreté municipaux. Encourager les citoyens à nettoyer eux-mêmes revient à leur faire accomplir gratuitement une tâche pour laquelle ils contribuent financièrement. Est-ce que cela va vous servir de prétexte pour réduire le budget alloué à la propreté urbaine? On se pose la question. Et puis, ça crée une inégalité au sein de notre ville, en fonction de l'application des citoyens, quartier par quartier, à aller nettoyer leur quartier. Ce sont des actions ponctuelles qui ne remplacent en rien ni l'éducation que doivent faire les parents à leurs enfants sur la propreté et le respect de l'environnement, ni l'entretien systématique par les professionnels. Vous encouragez par ce mode d'action le relâchement des comportements civiques, vous banalisez l'incivisme, vous clivez la population entre les gentils bénévoles et les autres, alors qu'il faudrait tout simplement sanctionner les pollueurs. La santé publique, elle est délaissée. Il a fallu plus de 600 jours à partir de la date d'inauguration de la ville pour trouver un médecin généraliste pour la maison de santé, avec une aide à l'installation de 40 000 €, alors que des communes voisines ont réussi à attirer plusieurs médecins généralistes en quelques mois. La sécurité est insuffisante. Malgré nos alertes depuis 2020, le projet de centre de supervision urbain se met en place 5 ans après. Il est envisagé et le recrutement des policiers municipaux reste, quant à lui, problématique. Et puis, à Corba, on a une dynamique en berne. Nos fiertés locales, comme le musée de l'aviation, elles sont négligées. On n'entend personne de votre équipe municipale se battre pour éviter le départ du musée de l'aviation, qui est la fierté de notre ville. Départ qui est discuté depuis longtemps, sans que vous n'ayez jamais pris part à aucune mesure pour tenter d'aider à son maintien. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Merci Madame. Je vais laisser la parole à Thierry Aron pour vous communiquer. Thierry. Monsieur le maire, chers collègues, alors l'avantage de passer derrière l'opposition de droite, c'est que pour démonter je réponds à votre argumentaire en disant que ce ne sont que obstructions. Votre attitude sur tous les conseils municipaux, il y en a ras-le-bol, c'est obstruction, mensonge et accusation. On a entendu des accusations là. Mais pour moi, ça me rassure finalement, ça devrait tous nous rassurer. Hein. C'est que vous n'avez rien à proposer en fait. Vous n'êtes pas dans la construction, vous êtes dans l'obstruction systématique
Ça prouve bien. Vous avez voté Les amendements qu'on propose, vous les rejetez. Vous plaisantez. On propose toujours des amendements, vous les On ne rejetez. vous a pas interrompu. On ne vous a pas interrompu. Si, Donc, si. En l'occurrence, c'est vous qui m'interrompez. Là. Alors, laissez-moi terminer mon propos, s'il vous plaît. Ça prouve bien que vous n'avez aucune proposition à faire pour les Corbasiens. Voilà. Et On en fera encore la ce leçon soir. qu'on devra en On tirer en pour les fera encore prochaines ce soir. On verra si vous votez les amendements. Bon, j'en viens à l'essentiel de mon propos. Alors, tout d'abord, au nom du groupe communiste, je vous adresse à tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets personnels et collectifs. Et même à vous, et ça s'adresse à vous aussi. Merci, c'est trop aimable. Je tiens à remercier et féliciter Madame la directrice générale des services et les agents pour la qualité de ce rapport, ainsi que notre collègue Michel Matray, qui, comme dans son habitude, est excellent dans la présentation. Sur le contexte économique et politique mondial et national, loin de moi l'idée de remettre en cause la note de conjoncture produite par l'INSEE, présentée en introduction de ce rapport, mais cependant celle-ci n'en explique pas les causes de cette déstabilisation mondiale. Donc je me permettrai d'apporter quelques chiffres issus du dernier rapport d'Oxfam sur les inégalités et qui sont particulièrement éclairants. Les voici. La fortune des 5 hommes les plus riches a grimpé de 114% depuis 2020. Il figurait certainement sur la photo lors de l'investiture de Donald Trump et aussi certainement derrière le salut nazi effectué volontairement par Elon Musk. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? En 1933, les mêmes représentants du patronat en France disaient plutôt Hitler que le Front populaire. S'il vous plaît, j'aimerais bien. C'est quoi le rapport? Plutôt Hitler que le Front populaire. Eh bien oui, ce sont les mêmes. Sauf que depuis, leurs richesses ont démesurément augmenté. En effet, on va dire, ne serait-ce que depuis 2020, la fortune des milliardaires a augmenté de 3 300 milliards de dollars, une vitesse 3 fois plus rapide que l'inflation. À titre de comparaison, la dette de la France est actuellement estimée à 3 200 milliards d'euros. Les pays riches du Nord détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires, alors qu'ils n'abritent que 21% de la population mondiale. Au rythme actuel, il faudrait plus de 2 siècles pour mettre fin à la pauvreté, mais dans à peine 10 ans, nous pourrions voir pour la première fois la fortune d'un multimilliardaire franchir le cap des 1000 milliards de dollars. 7 des plus grandes entreprises ont réalisé 1800 milliards de dollars de bénéfices cumulés et distribué d'énormes dividendes à de riches actionnaires, tandis que des centaines de millions de personnes ont été confrontées à des réductions de salaire réelles, voire des licenciements. Chez nous, les exemples ne manquent pas, hélas. Auchan, Stellantis, Michelin, la fonderie de Bretagne, qui travaille pour Renault, etc., etc. Le rapport Oui, avec Corbas. Oui, notre monde est malade de ce capitalisme qui préfère enrichir ses actionnaires et en même temps licencier et baisser les salaires de leurs salariés qui produisent et polluer la planète. Je pense notamment aux multinationales de l'agrochimie, comme Bayer, Monsanto. Le rapport avec Corbas, c'est quoi? Et plus près de nous, Arkema, responsable des PFAS dans notre nappe phréatique, qui est pollueur, mais n'estime pas devoir être payeur. La France est en déficit de 3 200 milliards d'euros, mais c'est ce que je viens de décrire qui en est la cause. Plus de 200 milliards d'exonération de charges fiscales au titre simplement de l'année 2024. Et je ne compte pas les milliards évaporés dans les paradis fiscaux et que nos inspecteurs du fisc ont du mal à traquer parce qu'ils manquent de moyens. Le rapport avec Corbas. Et après, mais ça en devient pénible. On débat d'orientation budgétaire de Corbas. S'il vous plaît, Thierry, tu continues. Et après, les chantres de l'orthodoxie libérale, avec les économies médiatiques à leur botte, vont nous expliquer que c'est la faute à la sécurité sociale, aux caisses de retraite soi-disant en déficit, alors que le corps lui-même disait qu'il n'en était rien, pour justifier une réforme des retraites à 64 ans, rejetée massivement par les Français. Que c'est la faute aussi à la fonction publique, à qui il faudrait appliquer une purge drastique, que c'est la faute aussi aux collectivités territoriales qui ne savent pas gérer leur budget et à qui l'on veut aussi appliquer une purge de 2 milliards d'euros. Alors que ce sont elles, ne l'oublions pas, qui sont à l'origine de 75% des investissements en France et qui sont au plus près de nos concitoyens et pour leur proposer des services publics de qualité, participant ainsi à adoucir leur quotidien. Sur le contexte local,
Notre groupe se félicite de la gestion saine et rigoureuse de notre budget réalisé dans cet environnement particulièrement difficile. Je vais me contenter de reprendre brièvement certains éléments de cet excellent rapport. Corba dépense moins que les villes comparables pour un patrimoine et des services plus étendus. Rappelons-nous la remarque de la Chambre régionale des comptes en 2015, qui relevait que la ville dispose d'un patrimoine et de services qui correspondent à celui d'une ville de strate supérieure. Les produits des impôts fonciers par Corbasien se situent à un niveau inférieur de ceux des villes comparables, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Daudevin. Ça prouve bien que Monsieur, monsieur. Changez de lunettes pour lire les rapports. Monsieur, puisque là, pour lire mon nom, vous devriez en acheter des lunettes. Corba présente ainsi des taux parmi les plus faibles de sa strate. La ville de Corba est bien moins endettée que les villes comparables. La commune réalise ses investissements en autofinancement. La politique de désendettement procure ainsi des marges de manœuvre pour l'avenir sous réserve de la constitution d'une bonne épargne de gestion assurant son remboursement. Sur les perspectives 2025, on peut ainsi noter que le taux communal du foncier bâti pourrait être stabilisé à 26,06%, que le montant correspondant à la dotation de solidarité communautaire sera stabilisé pour 2025. L'adhésion de la ville de Corba au CICHERLI prévoit le reversement à la ville de la taxe sur la consommation finale d'électricité. Sur les charges de caractère général, une hausse de 5% est prévue suite à la mise en œuvre de nouveaux services à la population qui vont de fait mobiliser des financements supplémentaires. Développement et exploitation d'un CSU, contrat local d'accompagnement scolaire, approfondissement de la CTG dans le secteur de la jeunesse, dispositifs de prévention contre la délinquance des jeunes, lutte contre les dépôts sauvages, culture hors les murs, restructuration de la médiathèque, projet local de santé. Sur la section investissement, nous notons avec satisfaction le projet participatif de création des jardins familiaux, la modernisation de la médiathèque, le développement du centre de supervision urbain, participant ainsi efficacement à la sécurité de nos concitoyens, l'engagement dans la transition énergétique, la rénovation de la place Charles de Gaulle, la nouvelle salle d'entraînement sur le site des Treillis, le réaménagement de l'école Jacques Prévert et du restaurant scolaire, le remboursement du capital de la dette. Voilà, pour conclure, une ville qui vit, une ville qui bouge, une ville résolument au service de ses citoyens et qui, en même temps, gère son budget de façon admirable, malgré le contexte difficile que nous subissons tous. Un simple rappel que j'adresse ici à messieurs Macron, Barnier et Bayrou, et il y a sûrement été fait au dernier congrès des maires, une collectivité n'a pas le droit de s'endetter, contrairement à l'État. Le groupe communiste approuve totalement les orientations budgétaires présentées dans ce rapport et n'est pas peu fier d'appartenir à une majorité municipale qui fait de la solidarité sa dynamique politique. Merci de votre attention. Merci pour cette intervention. Je vais me dire un petit mot parce qu'il y a deux, trois choses qui méritent un petit peu, mais bon, c'est aussi la nature même d'un débat. Donc on a entendu ce qui a été dit à gauche, à droite d'une manière un peu singulière. Donc je voulais simplement dire que madame, vous avez une propension à entretenir le doute, pour ne pas dire l'ambiguïté, parce que vous nous avez, comme ça, à la volée, lancé des chiffres sur le nombre de foyers fiscaux. Vous n'avez pas rappelé une chose quand même. Il y a quelques années, il n'y a plus de telles habitations. Donc forcément, mécaniquement, le nombre de foyers fiscaux a diminué. Mais comme vous en savez, s'il vous plaît. Voilà, c'est des chiffres, c'est dans le club, les documents fournis. Impôt sur le revenu. Vous avez donné la parole? Non, c'est moi qui ai la parole. On est obligé de vous corriger, monsieur le maire. Je vois ce qui a été dit. Là encore, moi, je n'ai rien entendu si du négatif. Il n'y a jamais de proposition. Vous êtes toujours entre eux. Et puis, je pense que vous avez un peu de mal à suivre le rythme de nos projets. Cessez de vous agiter, vous ridiculisez. Et puis moi, j'ai envie quand même une petite pointe d'humour. L'année dernière, madame, vous étiez plutôt sur le champ de la variété des années 70-80. Ouais, bah, je les chante, là, vraiment. Je vais te dire au terme de votre propos, des paroles. Donc on était vraiment sur le registre des paroles. Et puis, vous et moi, si on peut partager le choix de quelques artistes que vous aviez retenus, je me suis dit que, de toute fantaisie, cette année, son intervention portera peut-être sur le 7e art. Faire un appel au 7e art. Mais manifestement, ça peut être le cas. Donc,
vous êtes resté sur le registre qui est le vôtre, sur lequel vous ne vous renouvelez jamais. De l'outrance dans les propos, bien entendu la désinformation, et cette propension qui est la vôtre à présenter cette ville, mesdames et messieurs, que nous aimons, sur le jour négatif sous lequel vous la décrivez. Alors, on va parler des impôts, parce que vous êtes beaucoup étendus sur les impôts, c'est très bien. Mais, quoi qu'il en soit, et même si cela vous déplaît, et vous déplaît fortement, manifestement, je vous rappelle que c'est la 10e année consécutive que la part communale n'a pas bougé. Et que notre ville, dans la strate des communes, et je vais préciser mon propos, dans la strate des communes de 10 à 20 000 habitants de la métropole de Lyon, donc vous avez là encore entretenu un flou et truffé de fausses informations. Je vais vous dire, des villes de 10 à 20 000 habitants sur la métropole de Lyon, je rappelle qu'il y a 58 communes, il y en a 7 qui sont dans cette strate. On va être très clair. Il y a une commune, je l'ai dit l'année dernière, et je connais bien son maire, qui est légèrement en dessous de notre taux. C'est la ville d'Écume, dans l'Ouest Lyonnais, 25,5. Ensuite, il y a la ville de Corba, 26,06%. Après, on a une commune pas très loin qui a augmenté, je crois, de 12% ses impôts l'année dernière, c'est Mions, 29,60. Ensuite, on a la commune de Craponne, toujours dans l'Ouest Lyonnais, 30%. Ensuite, on a Chassieux, 31%. Et puis, Francheville également, 31,5%. Et pour terminer, Saint-Fond, 36,20%. Et puis, je me suis amusé forcément à faire une moyenne. Et la moyenne, elle nous amène sur quel sujet? Bien, le sujet, c'est qu'elle est de 30%. Et qu'à Corba, on est à 26%, donc 4 points en moins. Ça, c'est factuel, c'est incontestable. Et puis, vous avez évoqué aussi les entreprises. Et moi, je vous le dis, les chefs d'entreprise, je les connais bien, je les rencontre très souvent. Et puis, bien entendu, les chefs d'entreprise, quand ils font des analyses, quand ils benchmark, font des études de marché, en se disant, mais où va-t-on s'installer? Bah, forcément, ils repèrent Corba. Parce que il y a la proximité, la 46, bus, la M6, M7, donc il y a tout un tas d'avantages. Il y a une zone qui est plutôt une zone intéressante, qui a une bonne image, et puis, bien entendu, il y a des taux d'imposition qui sont inférieurs à ce qui se pratique. Donc l'attractivité, elle se joue aussi, et c'est tant mieux pour nous, Corbasiens, sur cet aspect-là. Alors, là, vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas entendu. C'est très important, je n'ai pas entendu. Mais vous aviez une propension, là encore, à nous inviter à baisser les impôts. Alors, cette idée, vous la gardez. Mais vous la gardez. Vous accusez de ne pas dire ce que vous auriez aimé que l'on dise. Non. Et puis surtout, vous nous accusez de ne pas avoir des propositions. Pas du tout, les impôts, je ne vais surtout pas les baisser. Je vais les maintenir à ce niveau-là. C'est surtout ça. Parce que les baisser, c'est une hérésie. Et vous le savez très bien. Et puis, comme vous, certainement, j'entends jamais vu dans la presse, je la consulte tous les matins, sur cette idée funeste qui était la vôtre, j'ai encore jamais vu un de mes collègues, maire d'une commune, ici en tout cas, dans cette région de Lyon, dans l'Est lyonnais, être sur le registre de dire, moi je vais baisser les impôts. Personne. Si vous connaissez quelqu'un, vous me le dites. Parce que bien entendu, sur le sujet, si on va sur cette logique implacable, c'est la double peine. Moins de rentrée fiscale, plus de dépenses, et ce fameux effet ciseau qui vous prend la gorge et qui vous lâche tout. Et ça, c'était votre stratégie financière. Je dis stratégie financière, et j'emploie volontairement la parfaite, parce que là, manifestement, vous n'en avez pas passé. Et pas plus tard que ce matin, là encore, dans l'excellent quotidien régional, le maire de Bron, dans une intervention, dit très clairement qu'il a des projets. Normal, il a des projets. Mais qu'il les met en suspens. Du fait de l'incertitude financière pesant sur les budgets. Donc le maire de Bron, il dit, OK, j'ai des projets, mais je les mets en suspens. Nous, les projets, on les a dûment présentés, dûment explicités. Alors, à Corba, il se trouve, on a une gestion, donc collectivement, je le dis, mesdames et messieurs, chers amis collègues, dont on peut être fier. Et comme vous avez aussi cette manière de dire, des habitants de Corba nous ont dit. Alors permettez-moi de reprendre à mon compte ce propos
Parce que nous aussi, les habitants, à mes élus, ils nous disent, mais c'est bien les gars, continuez, cette ville, notre ville, elle est bien gérée. Et ça, ils ne sont pas dupes les gens, ils savent que c'est le boulot qui est fait par les élus. Et, dois-je le préciser, ces habitants qui nous disent cela, bah, dans leur grande majorité, ils sont comme vous et moi, bah, ils payent des impôts locaux. Et il y a un autre sujet, et je m'en souviens, et les élus présents dans cette salle s'en souviennent également, c'était cette forme d'obsession à nous dire d'emprunter. Souvenez-vous, hein, début du mandat, je crois qu'il n'y a pas eu un seul conseil municipal où on n'était pas sur ce registre-là. Et emprunter pourquoi? Je m'interroge encore. Certes, les taux étaient bas. Et alors? Des emprunts, des annuités que nous aurions fait porter forcément à nos habitants et par voie de conséquence à nous-mêmes. Alors, aucun intérêt, et je le dis sans jeu de mots. Par contre, ce que je sais, ce sont les sollicitations des banques qui s'adressent souvent à moi, car elles connaissent précisément, et je le dis bien précisément, nos ratios de gestion, et que là, pour le coup, elles sont prêtes, sans coup faire rire, à nous prêter de l'argent, et même beaucoup d'argent. Et parmi elles, il y en a même une dont l'emblème est un fameux écureuil. Alors je dis, heureusement, la commune, et notre commune est là, à la fois parce qu'elle est fidèle, F comme fidèle dans ses engagements et ses décisions, O comme organisée dans son administration et sa gestion, R comme respectueuse de la parole donnée, T comme tenace avec des élus qui ne lâchent rien, E comme efficace dans ses réalisations. En un mot, comme en mille, fort. Et puis, ma conclusion, permettez-moi de la mettre en perspective avec une déclaration de M. Pannekoek. Je pense que tout le monde connaît désormais M. Pannekoek. Ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, pardon, il est le président de notre région. Et que dit-il? Il dit, les chiffres sont têtus, notre capacité de désendettement est la plus faible de France. 2,9 années, annonce-t-il. Et c'est bien ce que les agences de notation regardent en premier. Alors, ces fameuses agences de notation, pas certain qu'elles se penchent en 4 ans, mais néanmoins, si l'aventure elle le faisait, quels seraient leurs propos et quelle serait surtout leur analyse quand elles sauront que la capacité de désendettement de cette ville est inférieure à moins d'une année. Alors, permettez-moi de le dire et de le redire, et je vais conclure. Heureusement, la commune de Corba est là, et bien là. Je vous remercie. Voilà. Merci. Et je vais donner. Michel, je te laisse la parole pour cette délibération. Conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la tenue des débats d'orientation budgétaire au vu du rapport présenté. Mais il n'est pas fini, le débat. Une question. On peut reprendre juste à votre compte. Hein. S'il ne me laisse pas poser ma question, à votre compte, il n'y a pas de débat. On est d'accord. Ouais, si, maintenant, c'est vrai. Donc, on appelle le vote. Je vous propose, après la présentation, les échanges qui ont été faits, le vote pour vote. Mais les échanges, ça va Ça fait 5 minutes. C'est un débat. Ah, il n'y a pas d'échange. On avait dit les interventions, on a été clair. Ah non, mais c'est un débat. C'est un débat ou une succession de monologues sur lequel on avait dernièrement. Non, mais c'est une question de. C'est un débat ou une succession de monologues sur lequel vous avez le dernier mot avec votre intervention, monsieur le maire. Donc, c'est pas un débat. Plus d'intervention, monsieur. Il y a eu. Donc, c'est pas un débat. Le président de groupe, Mme Gossuin. Donc, ce n'est pas un débat. Voilà, simplement, chacun fait son intervention. Et vous concluez, et donc vous avez le dernier mot. Michel. D'accord, votre compte. Il n'y a pas eu de débat. Il est présenté au conseil municipal par les Irlandais d'approuver la tenue du débat d'orientation budgétaire au vu du rapport présenté. Très bien, je vous remercie. Je propose que nous mettions en gauche qui est pour la tenue. Donc, vous constatez qu'il n'y a pas eu de tenue de débat. Non, on peut voter, on n'a pas encore voté.
Qui est contre? C'est municipal, monsieur. Et la question, qui est contre? Qui est contre? On ne peut pas voter. Hein. On ne peut pas voter contre non plus, en fait. Il y a un débat, on ne peut pas voter. Oui. Ben nous, on vote qu'il n'a pas eu tenu de débat, on ne peut pas poser de questions. Je rappelle que le principe, c'est la tenue du débat. Donc, Oui, mais tout à fait. Mais ça fait 2 minutes que je lève la main, monsieur le maire, et que vous ne redonnez pas la parole. Donc il n'y a pas de débat. vous abstenez? Non, on attend que. Non, vous êtes contre. Exactement. D'accord, vous êtes contre un débat. Ok. Oui, parce que, encore une fois, ça fait 3 minutes que je lève la main et que j'ai des questions à vous dire, monsieur le maire, et vous me refusez de me donner la parole. Monsieur, je n'ai rien refusé du tout. Vous avez eu la parole à l'extérieur de tous les groupes. Voilà. C'est tout. C'est ce qui a été défini et arrêté lorsqu'on a. Un débat, c'est le minimum. Un débat, c'est minimum 3 échanges, monsieur le maire. Allez-y, chantez. On le sait. Moi, je peux dire des phrases pendant un quart d'heure. Michel, c'est bon. Michel, c'est chanter, monsieur. Je prends le cours C'est vrai que vous chantez d'habitude. l'ordre du jour. Et donc, je garde la parole. Et puisque je vais parler de l'aide à l'installation de médecins généralistes à la maison de santé. Alors déjà, je l'ai dit lors de mes vœux, je vais quand même rappeler qu'il y a un médecin généraliste qui nous a rejoints il y a un peu moins d'un mois maintenant. Voilà, je pense que c'était une excellente nouvelle que la population a apprécié à sa juste valeur. Je ne veux pas refaire ce que j'ai déjà expliqué à maintes reprises ici même dans cette assemblée, à quel point le sujet des médecins est un sujet difficile, ce ne sera même pas le terme, tellement compliqué dans ce pays et dans des tas et des tas de communes. On était en difficulté, mais néanmoins, on conservait tout de même 7 médecins. On conserve à ce jour toujours 7 médecins, avec l'arrivée du nouveau docteur. Donc, c'est vrai que, Eric, je crois que tu as eu raison quand même de rappeler un certain nombre de choses, de propos, là encore, tenus de manière péremptoire sur le devenir de cette maison médicale. Fierté de l'avoir faite, fierté d'y voir maintenant 18 professionnels de santé, un cabinet de radiologie, un médecin cardiologue qu'on n'avait pas dans cette commune, qui avait une assistante, des sages-femmes, depuis quelque temps une nutritionniste diététicienne. Voilà, vraiment quelque chose de vivant, et il y a un vrai groupe qui est en train de se créer. Et puis, comme on travaille toujours plutôt avec détermination et avec un objectif précis, depuis 4 ans maintenant, je suis en lien continuel avec la CPTS. Et donc, on va pouvoir faire ni plus ni moins ce que vous avez décrit chez mon collègue de Murs. C'est exactement ce qui va se passer dans Corbin dans quelques mois. Voilà, ce n'est pas l'installation de médecins généralistes en soi. Il n'y a pas eu d'installation de médecins généralistes. Ce sont des médecins d'autres communes, peut-être même de la commune concernée, qui viennent donner de leur temps pour assurer, monsieur, s'il vous plaît, pour assurer des soins réguliers à la population. Et c'est exactement ce que nous mettons en place ici même à Corbin avec la CPTS des pays de l'OSI. Voilà. Donc, ça, c'est un dispositif qui va faire preuve d'efficacité très rapidement, je reviens là-dessus. Et puis, on a aussi d'autres perspectives avec d'autres professionnels de santé, mais j'aurai l'occasion de vous en parler dans les prochains conseils municipaux. Voilà. Donc, pour revenir au sujet de la délibération, on nous demande simplement, vous l'avez rappelé, une aide à l'installation d'un médecin, une aide de 40 000 €, voilà, sur un engagement de 3 ans. Et moi, je suis très fier de ce sujet, de cette décision qu'on avait prise, dois-je le rappeler, à l'unanimité. Et donc, bien entendu, comme les choses n'étaient pas faites en temps et en heure, comme on l'avait espéré, il est désormais important d'actualiser les dates de cette convention avec les médecins. Et c'est en l'espèce que je vous demande, mesdames et messieurs. Voilà. Il n'y a pas d'intervention particulière, si ce n'est celle de Renaissance. Et c'est toi, François, que j'invite à prendre la parole. Mesdames et messieurs, chers collègues élus, la convention pour l'installation d'un médecin généraliste dans la maison médicale est une excellente nouvelle. Faisant suite au déficit de médecins
que connaît notre commune, mais également partout sur le territoire. En effet, depuis l'instauration dans les années 70-71 d'un numerus clausus pour la formation des médecins, mise en place dans un souci organisationnel des études et par corporatisme pour éviter une trop grande concurrence des médecins exerçants. Or, la pyramide des âges aidant, le renouvellement à médecin n'a cessé de décroître, faisant même un creux sur le nombre d'étudiants formés entre 1982 et 2002, avec moins de 4000 étudiants formés par an. Le nombre de nouveaux médecins formés étant inférieur à ceux pouvant légitimement partir à la retraite, la pression sur les médecins exerçants n'a cessé de s'accroître. Et c'est cet exemple précis que l'on est en train de connaître sur notre commune. Ce numerus clausus a été abrogé depuis 2020 pour laisser place à un numerus apertus déterminé par l'ARS en fonction des capacités d'accueil de formation et des établissements universitaires. Mais les effets bénéfiques ne pourront commencer à se faire sentir qu'aux environs de 2035, le temps de formation de praticiens étant particulièrement long. Le rajeunissement des médecins, l'évolution vers un équilibre vie professionnelle et vie familiale contribuent également à une baisse de l'offre de créneaux de soins. Nous pouvons donc nous réjouir d'avoir enfin un médecin généraliste à notre maison médicale, permettant la mise en place d'une maison de soins pluridisciplinaire en voie de labellisation. Avec un cabinet de radiologues, un ostéopathe, un cardiologue, une diététicienne, une sage-femme, un psychologue, des infirmiers, la maison médicale prend tout son sens pour le plus grand bien de la population. Nous, groupe Renaissance, voterons évidemment favorablement à cette délibération. Très bien. Merci François. Je vous demande d'approuver les nouvelles modalités de versement comme décrites ci-dessus, donc dans le rapport, d'autoriser à signer tout document afférent à la mise en œuvre de ce dispositif et en particulier à signer la convention jointe en annexe avec les médecins généralistes. De dire